Il y a quelque temps, une femme est venue me voir pour une question professionnelle. Appelons-la Hélène. Hélène dirige une équipe d'une 30aine de personnes. Cette année-là, elle a porté une réorganisation importante, un projet complexe, sensible, que personne n'avait entrepris avant elle. Elle l'a fait. Les objectifs ont été atteints, les équipes ont retrouvé de la stabilité, les résultats étaient là. Son manager les reconnaissait et les chiffres aussi. Quelques jours avant son entretien annuel, Hélène avait tout préparé. Elle avait repris ses réalisations, les difficultés traversées, les décisions qu'elle avait prises et les nouvelles responsabilités que la réussite du projet lui avait apportées. Son seul objectif pour cet entretien était de demander une augmentation, parfaitement légitime avec ses nouvelles responsabilités. L'entretien a duré 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles sa demande est restée coincée dans sa tête. Son manager n'aura pas manqué de lui rappeler les budgets, les difficultés de l'entreprise, autant de points qui l'auront fait reculer face à sa demande. La fin de l'entretien arrive et son manager lui demande « Y a-t-il autre chose dont vous souhaiteriez qu'on parle ?» Elle a répondu « Je ne sais pas si c'est vraiment le moment, mais peut-être qu'on pourrait en reparler plus tard. Quelques secondes, c'est tout. » En sortant, elle refait l'entretien. D'abord dans l'ascenseur, puis dans la voiture. Les arguments viennent et ne la quittent plus. Les phrases aussi. Toutes celles qu'elle n'a pas dit lui viennent soudain, évidemment. Elle se sent frustrée, en colère d'avoir laissé passer la chance. Mais surtout, elle s'en veut de se sentir faible alors qu'elle sait pertinemment qu'elle ne l'est pas. Quand elle me raconte cette scène, elle termine par cette phrase « Je ne comprends pas pourquoi je me sabote à chaque fois ». C'est précisément ici que j'aimerais un arrêt sur image. Parce que, spontanément, on pourrait se dire qu'Hélène manque de confiance en elle. Moi, ce n'est pas ce que je vois. Je vois une femme qui connaît son métier, une femme qui connaît ses résultats, une femme qui ne doute pas de ce qu'elle a accompli. Pendant toute la durée de l'entretien, elle a douté d'autre chose, de sa légitimité à demander que son travail soit reconnu. Et la différence est immense, parce que si vous pensez manquer de confiance, vous allez essayer de devenir plus sûr de vous. Alors que le problème n'est peut-être pas là. Le problème est parfois beaucoup plus subtil. Vous savez ce que vous valez, mais au moment de le faire reconnaître, quelque chose en vous cherche la permission. Depuis des années, je reçois des femmes qui dirigent, des managers, des entrepreneuses, des femmes qui portent des équipes, des décisions, des responsabilités importantes. Et je suis frappée d'une chose. Je rencontre très peu de femmes qui surestiment leur contribution. En revanche, j'en rencontre beaucoup qui attendent que leur valeur soit reconnue sans jamais la défendre. Elles arrivent avec des dossiers impeccables. Elles connaissent leurs chiffres, leurs résultats, leur impact. Elles ont anticipé toutes les objections. Elles sont préparées. Puis vient le moment de demander. Et là, elles changent de langage. Je me permets, si c'est possible, je comprends si ce n'est pas le bon moment. En quelques mots, leur demande cesse d'être une demande. Elle devient une possibilité, puis une suggestion. Et une suggestion est beaucoup plus facile à repousser. Nous ne demandons pas seulement avec notre personnalité. Nous demandons aussi avec ce que nous avons appris. Pendant longtemps, les femmes ont davantage été encouragées à être discrètes qu'à être visibles, à préserver la relation plutôt qu'à créer un rapport de force. Les choses changent, heureusement. Mais les apprentissages issus de notre culture de femmes restent parfois longtemps en nous. Alors beaucoup de femmes vivent une tension intérieure. Elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles valent. Mais elles veulent aussi continuer à être perçues comme agréables, loyales, faciles à travailler. Et c'est souvent à cet endroit que la demande perd en force. Et puis il y a une chose qu'on peut peut-être observer autour de nous. Sans que ce ne soit systématique, beaucoup d'hommes semblent vivre la demande comme un acte normal de négociation. Là où beaucoup de femmes vivent encore cette même demande comme quelque chose qu'il faut justifier. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une question de caractère. C'est souvent une manière d'entrer en relation que nous avons apprise très tôt et que nous continuons à reproduire sans même nous en rendre compte. Revenons à Hélène. Ce qui l'a empêchée de demander n'était pas le moment, ni même la peur d'un refus. C'était l'idée qu'en demandant, elle risquait de paraître exigeante, de paraître ambitieuse, de ternir son image auprès de son manager. Alors, elle a choisi de botter en touche plutôt que de défendre la légitimité de sa position. Et c'est là que tout s'est joué. En séance, je ne travaille presque jamais la demande en premier. Je travaille la légitimité.
Je demande à la personne de laisser sa demande de côté quelques minutes et de répondre à ces questions. Faites-moi la liste de ce que vous avez réalisé professionnellement depuis votre dernière augmentation. Pas ce que vous espérez, ni ce que vous ressentez, uniquement les faits. Les responsabilités prises, les problèmes résolus, les résultats obtenus, les décisions assumées. Je lui demande ensuite de changer de point de vue. Si une autre personne avait obtenu exactement les mêmes résultats, trouverait-elle normal qu'elle demande une augmentation? Et la réponse est presque toujours oui. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on commence à comprendre. Progressivement, la demande n'est plus vécue comme une faveur, elle devient la conséquence logique d'une contribution. Nous passons beaucoup de temps à imaginer la réponse des autres. Nous leur prêtons toutes sortes d'intentions. Nous avons si peur d'un refus que nous surinterprétons les possibilités négatives. Qu'il va refuser, peut-être se braquer, nous trouver exigeantes et juger la demande excessive. Mais en réalité, nous n'en savons rien. Il est tout à fait possible qu'il soit prêt à reconnaître le travail accompli. Or, il faut que la demande soit formulée. Parce qu'il y a bien une chose dont, en revanche, nous pouvons être certaines. Une demande qui n'est pas exprimée n'a aucune chance d'obtenir de réponse. À partir de là, on peut commencer à travailler la manière de formuler. Parce qu'une demande portée par une légitimité intérieure forte n'a plus besoin de s'excuser d'exister. L'idée que j'aimerais vous laisser, je ne crois pas que le sujet soit seulement la confiance en soi. Je crois qu'il est aussi la permission que l'on se donne. Lorsque nous connaissons la valeur de notre contribution, demander n'est plus revendiquer. C'est rendre visible ce qui existe déjà. Votre travail ne parle pas à votre place. Vos résultats ne parlent pas à votre place. Ils existent. Et pour les rendre visibles de tous, vous devez apprendre à les mettre en lumière. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Je vous laisse avec une question. La prochaine fois que vous demandez quelque chose que vous aurez réellement mérité, écoutez les premiers mots qui sortent de votre bouche. S'ils commencent par « je me permets » ou « peut-être » ou « si c'est possible » ou encore pire éventuellement, demandez-vous si vous êtes en train de protéger votre relation avec votre interlocuteur ou si, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de vous excuser de demander. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un mécanisme que je retrouve très souvent chez les femmes qui réussissent. Celui où le travail devient le seul endroit où l'on s'autorise à ne rien ressentir d'autre. D'ici là, prenez soin de vous.